OK. Bienvenue à ce point de presse de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc. Je vais passer la parole tout de suite à Mme la vérificatrice générale. Après ça, on va procéder avec des questions. À vous. Alors, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats des travaux que nous avons réalisés au cours des derniers mois. Pour l'occasion, je suis accompagnée de Mme Christine Roy, sous-vérificatrice générale, de M. Alain Fortin, vérificateur général adjoint, et de Martin Saint-Louis, directeur général d'audit. Le rapport que je présente ce matin contient les résultats de l'audit que nous avons mené sur le programme CASA de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Dans ce rapport, nous examinons donc les coûts, les échéanciers et la qualité du programme CASA et de sa nouvelle plateforme transactionnelle baptisée plateforme SACLIC. Le programme CASA est né de la volonté de la SAAQ de moderniser ses systèmes informatiques. Afin d'atteindre ce but, la SAAQ a décidé en 2015 d'acquérir un logiciel de gestion intégrée, ce qu'on appelle un PGI. La SAAQ voulait aussi améliorer son offre de services en ligne aux particuliers et aux entreprises par l'entremise d'une nouvelle plateforme transactionnelle, aujourd'hui connue sous le nom de SACLIC. C'est pour poursuivre ces deux objectifs que la SAAQ a mis en place le programme CASA. Lors du lancement de ce programme, en 2017, son budget total sur 10 ans était estimé à 638 millions de dollars. Or, ce montant a augmenté de près de 500 millions de dollars et cette hausse n'a pas été clairement communiquée aux décideurs. Selon les prévisions, le coût total du programme CASA s'élèvera au minimum à plus de 1 milliard de dollars d'ici mars 2017. D'ici mars 2027, pardon. La principale cause de cette importante augmentation est que la complexité de l'un des volets du nouveau système informatique a été sous-évaluée. En effet, le budget de la livraison touchant les fonctionnalités liées au permis, à l'immatriculation et au contrôle routier affiche une croissance de 300 %. En plus de cette sérieuse augmentation, le programme CASA accuse des retards de livraison, sans compter que depuis sa mise en service en février 2023, le nouveau système informatique a entraîné des problèmes importants et n'a pas encore produit les bénéfices attendus. La prestation de services au comptoir prend plus de temps qu'auparavant et les services de la plateforme SACLIC sont moins utilisés que les anciens services en ligne par les usagers de la route. 2 ans après la mise en service, des problèmes importants persistent. Par exemple, des prélèvements bancaires automatiques peuvent cesser de fonctionner sans raison valable. Les dysfonctionnements du système informatique étaient pourtant prévisibles. En effet, l'année précédant la mise en service du système, donc en 2022, des firmes ont produit des avis écrits dans lesquels elles affirmaient que les retards dans la réalisation des tests ainsi que la qualité de ces tests généreraient des risques importants comme celui de faire face à de nombreux problèmes informatiques après la mise en service. En fait, la direction du programme CASA n'a pas mené les tests nécessaires avant la mise en service du nouveau système informatique en février 2023. Au moment de confirmer cette mise en service, en janvier 2023, près de 20 % des tests intégrés finaux n'avaient pas été réalisés. Néanmoins, dans les redditions de comptes, la direction du programme affirmait que le développement se déroulait comme prévu, alors que des retards s'accumulaient et que des problèmes de qualité étaient perceptibles. Ces problèmes n'ont pas été communiqués de façon adéquate au comité de direction et au conseil d'administration de la SAAQ. Dans ces redditions de comptes, notamment celles à l'intention du conseil d'administration de la SAAQ, la direction du programme ne donnait pas un portrait juste de certains enjeux importants. Par exemple, lors de la prise de décision concernant la date de mise en service, la direction du programme n'a pas informé adéquatement le conseil d'administration et le comité de direction de la SAAQ du fait que les tests n'étaient pas terminés et qu'il n'était pas prévu qu'ils le soient avant la mise en service.
Pour terminer, je tiens à préciser que les problèmes du nouveau système informatique ont eu un impact sur les états financiers 2023 de la SAAQ. En effet, il n'y a pas eu de démonstration probante que les états financiers sont fiables, puisque tous les contrôles requis n'étaient pas en place pendant toute la durée de l'exercice financier. Cette situation augmente le risque de fraude et d'erreur. L'incidence généralisée de ces problèmes sur les états financiers en raison du grand nombre de postes touchés nous a amenés à conclure à l'impossibilité d'exprimer une opinion sur ces états financiers. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions sur ce rapport. Première question, Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous tous. Madame Leclerc, comment vous qualifiez SACLIC? Il faut comprendre que c'était nécessaire de mettre en place, de développer un programme CASA et SACLIC, parce que le système à la SAQ, c'est un vieux système qui datait de plus de 40 ans. Et que le maintien de ce système-là est coûteux. Ce qu'on a constaté, c'est que et les coûts et les délais, les coûts ont augmenté de façon très, très importante. Et ça, depuis, il y a eu une reformulation du budget en septembre 2020 qui a démontré l'augmentation des coûts et par la suite, en 2022 aussi, une augmentation des coûts. Donc, augmentation des coûts de façon importante et augmentation des délais aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fiasco? C'est certainement pas un succès. Donc, en date d'aujourd'hui, CASA SACLIC n'est pas un succès en relation avec trois grands éléments, je vous dirais, en relation avec les coûts, le respect des délais et la reddition de comptes. Concernant la reddition de comptes, est-ce que vous êtes en mesure d'affirmer, parce que c'est ce qui circule dans ces murs, que les ministres concernés n'avaient pas la bonne information pour prendre une décision selon vos vérifications? Je ne suis pas en mesure de répondre en relation avec les ministres. D'autre part, l'information qui a été véhiculée ou la reddition de comptes qui a été faite au conseil d'administration et au comité de direction était ou non complète ou erronée. Et il en était de même pour l'information qui a été transmise aux dirigeant de la... le dirigeant principal de l'information et à la commission d'administration publique. On ne peut pas conclure que les ministres n'étaient pas informés. Bien, moi, je ne suis pas en mesure de le savoir. Mais d'expérience, si la CAPERN n'est pas au courant, si le CA n'est pas au courant, est-ce qu'on peut déduire que les ministres ne sont pas au courant ou non? Je ne suis pas en mesure de conclure ça. Caroline Plante, Presse canadienne. Oui, bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre enquête qui vous a permis ou qui vous permettrait de dire que la direction du programme a vécu une quelconque pression pour livrer et que c'est peut-être pour ça qu'elle disait oui, on est capable d'aller de l'avant et tout? Est-ce que avez-vous pu détecter, vous, une espèce d'élément de pression dans tout ça? Je ne suis pas en mesure de vous dire quels sont les motifs qui ont fait en sorte que on n'a pas donné la bonne information au bon moment. Il y a deux choses, là. Jusqu'en septembre 2020, là, les indicateurs étaient au rouge. Tu sais, c'était, on disait, les délais ne seront pas respectés, les coûts ne seront pas respectés, on a des enjeux avec l'Alliance. Septembre 2020, là, on refait un budget avec certains enjeux, je vous dirais. Et après ça, on dit tous les indicateurs sont ouverts. Mais non, on avait déjà un enjeu de coût avant, septembre 2020. On avait déjà un enjeu de délai. Bien, ça s'est additionné après septembre 2020. Et là, on s'est mis à mettre les indicateurs ouverts. Et je vous dirais que notre rapport est très éloquent à cet égard. Si vous regardez dans la dernière, je pense que c'est la page 49 de notre rapport, vous voyez jusqu'en septembre 2020, c'est au rouge, mais notre enjeu de délai et de coût, on ne l'a pas
on ne l'a pas corrigé. Puis après ça, on n'a que des indicateurs qui sont au vert. Alors, tout simplement, pour 2 raisons. Pourquoi que les indicateurs sont devenus au vert? C'est parce qu'on a considéré qu'à partir de septembre 2020, bien, tout était correct. Et les coûts et les délais étaient respectés, donc une réussite de 100 %, ce qui fait que lorsqu'on arrivait après septembre 2020, vu que les indicateurs étaient cumulatifs, bien, on avait beau ajouter quelque chose qui marchait moins bien, mais c'était toujours ouvert. Donc, il y avait cet enjeu-là. Puis l'autre enjeu, c'est que lorsqu'un indicateur n'était pas atteint, bien, on le modifiait. On s'arrangeait pour que ça arrive. Alors, après septembre 2020, les indicateurs sont presque tous au vert, sauf ce qui est en relation avec les ressources humaines et l'évaluation de risque, mais tout ce qui est coût, délai, bénéfice, c'est au vert. Pourquoi ça a viré vert comme ça? Vous ne le savez pas plus que nous? On sait mathématiquement ce qui est arrivé, c'est que la façon de le calculer, ce n'était pas correct, là. Et puis, la modification des indicateurs, lorsque ça n'arrivait pas, on modifiait l'indicateur. Mais quelle était la motivation en arrière? Bien, on n'est pas en mesure de le savoir. Puis il y a peut-être d'autres institutions qui sont plus en mesure de le savoir. Et on a envie, après tout ça, de dire justement tout ça pour ça. Si on parle des bénéfices, là, quels ont été les bénéfices de cette transition numérique-là? Bien, au niveau coût, premièrement, on n'a pas atteint les bénéfices qu'on se devait d'atteindre. Il y a une chose qui est certaine, on se doit et on se devait de moderniser le système de la SAQ parce que c'est un système qui datait de 40 ans. On doit s'en aller vers l'ère numérique. On doit, ne serait-ce que moderniser notre facturation, ce qu'on veut, c'est avoir une seule facturation pour l'immatriculation au permis de conduire, par exemple. On se devait de moderniser et on se doit encore de moderniser le système. L'enjeu, c'est qu'il y a 3 livraisons qui étaient prévues. La première, ça a très, très bien été parce que c'était ressources humaines, comptabilité, finances, tout ça, ça va bien. La deuxième, c'est plus complexe. Il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux de millions de transactions avec la population. C'est les permis de conduire, l'immatriculation, c'est la deuxième livraison. Il y a la troisième livraison qui serait pour verser les primes à ceux qui ont des accidents d'automobile. Pas les primes, mais les montants pour les personnes qui ont des accidents. La livraison 3, on ne sait pas quand ça va se faire. Ça n'a pas commencé, puis on ne sait pas quand ça va se faire. Puis pour ce qui est de la livraison 2, ce n'est pas complété encore. Et dans la livraison 2, il y a des volets qui doivent amener des bénéfices, dont, par exemple, la simplification de la facturation, que ce n'est pas commencé encore, qu'on a arrêté et qu'on n'a ni délai, ni évaluation de coût encore. Ça va donner grand-chose. Bien, jusqu'à maintenant, en date de notre rapport, bien, les délais au comptoir sont toujours plus longs. Il y a moins de personnes qui l'utilisent en ligne. Mais l'objectif, c'est qu'éventuellement, ça apporte des bénéfices, mais on est loin de là. OK. On va passer à Nicolas Lachance. Juste une précision sur ce que vous venez de dire, juste un peu plus tôt, là, avant d'entamer mes autres questions. Vous avez dit, quand les indicateurs n'étaient pas bons, on modifiait les indicateurs. Oui. C'est qui faisait ça? On modifiait la cible. Excusez-moi, on modifiait la cible. C'est qui fait que l'indicateur... C'est qui a pris la décision de modifier cette cible-là? C'est dans la direction des programmes qui remettait l'information au conseil d'administration ou au comité de direction. C'est qui, ça? Je ne suis pas en mesure de vous dire c'est qui. Nos rapports ne nomment jamais personne. Parce que lorsqu'on... Est-ce que c'est le vice-président aux technologies de l'information? Celui qui dirigeait, c'était le vice-président aux technologies de l'information. Donc là, si on écoute... Quand on lit votre rapport, là, puis qu'on... Écoutez, c'est énorme. Là. Même les élus viennent de dire qu'ils n'ont jamais vu un rapport du genre. C'est votre dernier rapport, en plus. C'est quand même quelque chose. Une seule personne là, aurait pu cacher tout ça au CA, à la direction, au ministre. Mais c'est une Tout le monde, lui, là, il y avait les coûts explosaient, donc dans la colonne des chiffres, ça changeait. Tout d'un coup, ça a viré du rouge au vert.
Personne n'est au courant, sauf M. Malenfant. Personne n'a appelé un ministre, personne n'a écrit un courriel, personne n'a rien fait. Là. C'est une seule personne qui est responsable, on dirait ce matin. Est-ce que... Non, mais est-ce que vous croyez ça, là, sincèrement? Qu'il y a juste une direction à la SAQ cachée là, qui était au courant de tout ça? Ça n'a pas fuité là, à travers ça. Il n'y a jamais personne qui était au courant de ces dérives-là d'un demi-milliard. Un demi-milliard supplémentaire. Là. Personne n'est au courant de ça. Mon rapport, et vous le savez très bien, ça fait plusieurs années que je viens faire des présentations ici, mes rapports sont toujours très factuels. Et mes rapports présentent, ce qu'on met dans notre rapport, c'est toujours ce que nous considérons qui est important, naturellement, qui est pertinent. Puis il y a un autre critère qui est extrêmement important, c'est dans quelle mesure je suis en mesure de prouver ce que j'affirme dans mon rapport. Alors, mon rapport, vous avez toute l'information qui, à mon avis, est pertinente de connaître et aussi pour laquelle je suis en mesure de démontrer. Donc, c'est la réponse que je peux vous faire. Sébastien Desrosiers. Juste, si je reviens à la chronologie. Okay? Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'au moment du déploiement en février, le CA et la direction et les ministres, ben, je sais que vous n'avez pas eu d'affaires à la partie gouvernementale, n'avaient pas été mis au courant qu'il restait une partie des tests à réaliser donc, et qu'il y avait des risques. Mais en novembre, ils étaient au courant puis ils ont décidé de retarder tout ça. Donc, c'est comme si, à partir de là, ils ont été informés une première fois qu'il y avait des risques, que presque la moitié des critères n'étaient pas atteints, mais 1 mois et demi après, ils se sont à peine posé de questions, puis ont dit oui, on y va. Comme s'il n'y avait pas eu de réelle vérification après ça qui avait été faite par le CA, par les ministres. Les ministres ont déclaré dans les corridors qu'en novembre 2022, donc au moment où ils ont décidé, vous dites, là, ils ont fait un report, que tout était ouvert puis que tout était beau. C'est ce qu'on leur a dit. Mais pourtant, la haute direction savait qu'il fallait reporter. Il y avait des critères qui n'étaient pas atteints. Donc, est-ce que, selon vous, là, les communications ont été bonnes? Qui a caché quoi à qui dans cette chronologie-là? Là? Dans votre rapport, vous faites une chronologie. On les voit dans les paragraphes 92, 93, 95. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Est-ce que c'est juste moi qui lis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Je crois que mon rapport est assez éloquent à cet effet. Il y a beaucoup d'enjeux. Des enjeux de coûts, de délais, mais surtout, oui, dans des développements informatiques aussi importants, il va arriver qu'il va y avoir des délais qui ne sont pas respectés. Il va y avoir des coûts qui ne sont pas respectés. Mais ce qui est important, c'est de rendre compte aux personnes qui ont à prendre des décisions. Et dans ce cas-ci, l'information, pour certaines périodes, particulièrement après septembre 2020, a été erronée, ce qui a été transmis aux commissions, au conseil d'administration et au comité de direction. Et avant septembre 2020, bien, c'est l'information auprès du DPI, du dirigeant principal de l'information, et de la commission d'administration publique qui était erronée. Après ça, oui, on a transmis de l'information qui était vert, je vous dirais, mais c'était pas la réalité, mais c'était la même information qui était transmise au conseil d'administration. Okay, on va passer à... Est-ce que, selon vous, est-ce que ça tout concorde, tout est normal? À partir de novembre 2022, là, c'est là que l'accident de char arrive, là, clairement. Là. Il y a personne... Vous pouvez essayer de nous expliquer ce qui s'est passé à partir de novembre 2022? Je vous dirais que quand vous dites l'accident d'auto est arrivé en novembre 2022, à mon avis, il n'est pas arrivé en novembre 2022. À mon avis, il est arrivé bien avant. En septembre 2020, lorsqu'on a refait le budget, replanifié, c'est là qu'on... En replanifiant, on a dit il y a des éléments qu'on ne pourra pas compléter. C'était certain qu'on ne pouvait pas les compléter. Donc, c'est pas en novembre 2022 que, comme vous le dites, l'accident de voiture est arrivé. À mon avis, c'était avant et l'information n'a pas été transmise adéquatement. Desrosiers. Bonjour, Mme Leclerc. Je comprends que c'est surtout donc la direction du programme CASA qui a caché des informations. Mais je vous amène à la page 51, en tout cas dans
Paragraphe 95. 95. On parle de la rencontre du 17 janvier 2023 où on a pris la décision de lancer la plateforme. On écrit, selon le procès-verbal de la rencontre, une firme externe a partagé verbalement son opinion sur les risques liés à cette mise en service. Et un peu plus loin, on dit « Ni le conseil d'administration, ni le comité de direction, ni la direction du programme n'a demandé à cette firme de formuler un avis officiel. » Alors, on voit à ce moment-là que et le comité de direction et le conseil d'administration étaient au courant de problèmes potentiels. Oui, effectivement, c'est ce que nous mentionnons. Alors, pourquoi, selon vos vérifications, n'ont-ils pas demandé à cette firme-là de rendre un avis officiel? Je ne sais pas, mais c'est ce que nous déplorons. Ce que nous disons, c'est que la firme aurait dû non seulement fournir un avis officiel verbal, ce qui est mentionné dans le procès-verbal, mais le conseil d'administration et le comité de direction auraient dû demander d'avoir une documentation qui appuie l'information verbale. Si on croit à cette information selon laquelle les ministres, le gouvernement n'était pas au courant des problèmes de la plateforme, est-ce que, selon vous, ils auraient dû être mis au courant? Est-ce que vous avez déjà vu une situation semblable en 10 ans ici? Bien, je vous dirais que la SAQ a une structure de gouvernance avec un conseil d'administration. Donc, premièrement, un conseil d'administration fait confiance aussi à ses directions. Et l'information qu'ils ont eue avant septembre 2020 était à l'effet qu'il y avait beaucoup d'indicateurs qui étaient rouges. Problème de budget, problème de gestion avec l'Alliance. Mais à partir de septembre 2020, là, l'information que le conseil d'administration reçoit, tout est ouvert. Donc, pas d'enjeu de délai, pas d'enjeu de coût, pas d'enjeu de gestion de contrat. Alors, c'est problématique. C'est grandement problématique que le conseil d'administration et le comité de direction n'aient pas été au courant à ce moment-là. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de semblable? Dans mes 10 ans, là, c'est la première fois que je vois cette situation-là, mais comme vous le savez, chacun de mes dossiers sont particuliers. Alors, dans mes 10 ans, j'ai quelque chose de particulier dans chacun de mes dossiers. Alors, mais c'est sincèrement une situation qui est problématique. Monsieur Vincent Et c'est Larin. particulièrement problématique parce qu'on s'en va vers une transformation numérique au Québec qui est nécessaire. Et le fait qu'on ne divulgue pas et au public et aux dirigeants principaux de l'information et aux parlementaires l'information qui est exacte, même si elle fait mal sur le coup, ça, c'est hautement problématique. Monsieur Larin. Oui. Bonjour, Mme Leclerc. Au sujet, si vous permettez, donc, vous écrivez que les bénéfices financiers attendus du programme CASA n'ont pas... Enfin, on n'est pas capable de suivre les... Excusez-moi, je reprends. Vous dites dans votre rapport qu'on n'est toujours pas capable de suivre les coûts de l'exploitation présentement. Pouvez-vous détailler un peu ce point-là? On n'est pas capable de savoir combien ça vaut. Quand on a fait le choix d'aller de mettre en place CASA, on a dit il va y avoir suffisamment de bénéfices. On va même, ça va même couvrir le déficit cumulé de la SAQ. Okay? Parce que ça va prendre moins de temps au comptoir, on va avoir moins de personnes au comptoir. Plus de gens vont aller travailler en ligne, vont faire leurs transactions en ligne. Il va y avoir la facturation qui va être simplifiée, donc ça va avoir moins de coûts. Donc, on pensait générer beaucoup de profits, de bénéfices qui feraient en sorte que même on couvrirait le déficit cumulé. On arrive à une situation où premièrement, on n'a pas eu ces bénéfices-là, mais à la date du rapport, on ne distinguait plus les coûts liés à CASA par rapport aux autres coûts d'opération de la SAQ. Ce qui fait qu'on n'est pas en mesure de dire, bien, finalement, CASA va vraiment réaliser les bénéfices
qu'il se devait de réaliser et faire en sorte qu'il soit profitable ou à tout le moins à coût nul, comme c'était prévu à l'origine. Juste pour reprendre un peu la question de mon collègue de tout à l'heure, au sujet de est-ce que c'est la première fois que vous avez vu cette situation-là depuis le début de votre mandat, il y a 10 ans? Vous avez audité aussi, si je comprends bien, les données de la SAAQ en tant que telle? Oui, on est co-auditeur des états financiers de la SAQ. Pour comprendre, c'est la première fois, donc, depuis le début de votre mandat, que vous n'étiez pas capable de vérifier donc les informations qui étaient là-dedans? Non, c'est arrivé dans une autre situation. Est-ce que tu peux expliquer quelle autre situation c'est arrivé? Mais pas à la SAC, par exemple, mais c'est arrivé pour une autre entité gouvernementale qui était Transition énergétique pour ses états financiers au 31 décembre 2018. OK. Excusez-moi, j'avais une mauvaise information. Monsieur, ici, je ne connais pas votre nom. Marc-Alain, c'est correct. OK. Bonjour, Mme Leclerc. Au paragraphe 17, là, dans votre rapport, là, ça dit que la SAC a effectué peu de démarches visant à examiner l'ensemble des solutions informatiques possibles avant de décider d'avoir recours à un PGI. Et elle a grandement eu recours à l'éditeur faisant partie de l'Alliance ayant remporté l'appel d'offres pour documenter ses besoins. Est-ce qu'il y avait là un conflit d'intérêts au moment de la confection de l'appel d'offres? C'est certain que l'éditeur qui a participé grandement à l'établissement des besoins, qui a rencontré une quarantaine d'employés de la SAQ, avait un avantage lorsqu'il arrive pour préparer l'appel d'offres. D'autant plus que le délai pour réaliser l'appel d'offres était assez court. Alors, l'éditeur, c'est celui qui a gagné. Et lui avait participé à l'établissement de besoins, ce qui fait qu'il y avait un certain avantage. Pour clarifier, qu'est-ce qu'on entend par éditeur? L'éditeur, c'est celui qui va fournir le logiciel de gestion intégrée, donc le logiciel. On parle beaucoup dans le rapport de l'alliance. Donc, l'alliance, c'est un éditeur et un intégrateur. Donc, l'éditeur, c'est celui qui fournit le logiciel et l'intégrateur, c'est celui qui va travailler avec le logiciel à s'assurer que ça fonctionne dans les opérations de l'organisation. Dans ce cas-ci, c'était LGS SAP, là, si ma mémoire est bonne. C'est ça, c'est de l'information publique, effectivement. OK, merci. Marie-Michel, en avez-tu une? Oui, peut-être deux. Bonjour, Mme Leclerc. Vous écrivez, entre autres, qu'en 2022, il y a des avis écrits à propos de retards qui ont été faits. Par qui ils étaient faits, puis ils étaient envoyés à qui, ces avis-là? C'est des firmes. Il y avait... oui. Alors, on avait demandé à des firmes d'assurer une certaine surveillance. Mais là, je vais demander peut-être à Martin de préciser un peu plus là, cet enjeu-là. C'est des firmes qui faisaient... une firme qui faisait beaucoup la surveillance du projet, qui ont remis des rapports à la direction de programme. OK, donc à l'équipe des TI, là. Oui. À la direction de programme. OK. Ce qui laisse entendre, donc, que cette équipe-là était au courant des difficultés, mais que l'information ne remontait pas? Ce qu'on a comme information, c'est que la direction des programmes recevait l'information. Ce qu'on a comme information, c'est ce qui était transmis au conseil d'administration et au comité de direction. C'est que à partir de septembre 2020, tout était ouvert. Donc, les indicateurs étaient ouverts en termes de délai et en termes de coûts et de gestion de contrat. Puis à propos de ce fameux moment-là, là, en janvier, où on donne le feu vert sans avoir eu l'avis officiel, là, écrit, dont vous parlez, à votre connaissance, qu'est-ce qui a fait en sorte que le comité de direction et le conseil d'administration ont dit « OK, go, on y va ». Bien, il faut savoir qu'avant ça, pour changer le système, là, ça avait toujours été prévu qu'on devrait fermer pendant 3 semaines les opérations. Donc, on avait, à l'origine, fait le choix de fermer les opérations pendant le temps des fêtes, ce qui ferait que ça aurait créé moins d'impact sur la population.
Par contre, les tests pour s'assurer que tout fonctionnait bien étant pas complétés, on a, en janvier, on a décidé de reporter après la période des fêtes la mise en service. Parce que là, on savait qu'il fallait fermer pour 3 semaines, mais on savait qu'il y avait des tests qui n'étaient pas complétés. Fait que, mais je ne suis pas certaine que je réponds à votre question, là. Bien, c'est après que ça m'intéresse, parce que justement, en novembre, même, si je me souviens bien, là, il y a un report. Ouais. Puis là, vous l'écrivez dans le paragraphe 51 que le CA se dit on va autoriser la mise en service, mais il y a une condition. Il faut qu'on soit informé de toute situation où quelque chose ne fonctionne pas. Là, vous dites il y a un avis verbal qui est donné. Attention, drapeau rouge, ça ne marchera peut-être pas. Mais en dépit de ça, le go est donné. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le CA, qui quand même avait dit, là, nous, on ne donne pas notre OK si on n'a pas toutes les validations nécessaires. Là, de toute évidence, le CA ne les a pas, mais il donne le feu vert quand même. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne suis pas en mesure de vous dire OK. ce qui se passe. D'autre part, lorsqu'on prend la décision, je pense que c'est le 17 janvier 2023, c'est bien ça? Oui. Ouais. Encore, lorsqu'on prend la décision le 17 janvier 2023, il y a 20 des tests finaux qui ne sont pas complétés. Donc, c'est ce qui fait que ça laisse peu de temps pour compléter les tests, puis d'ailleurs, qui ne seront pas complétés, l'ensemble ne seront pas complétés lors de la mise en service. Puis, si je peux me permettre, sur la question du possible conflit d'intérêts, est-ce que vous avez le pouvoir de dire à l'AMP, par exemple, de s'intéresser à ce contrat-là? C'est quand même 600 millions. Qu'est-ce qui peut être fait là, une fois que ce constat-là est fait? Bien, comme vous le savez, notre rapport est public. Notre rapport est très factuel. Alors, toute organisation peut en prendre connaissance et faire les choix qui s'imposent. Est-ce que vous souhaitez qu'une autre organisation regarde ça? Je pense qu'ils vont le regarder de toute façon. Okay, we'll have a few in English. Bien, que ce soit le DPI, que ce soit l'AMP, toute organisation externe, c'est un document qui est public, puis... Okay? Okay. O'Malley, CTV. Oh. Through your findings and work, what was the most shocking element to you? Many things were shocking in that report, but what preoccupied me, I would say, the most, it's not necessarily the fact that it cost more, because it can happen, the delay are there, but it's the fact that we haven't said the truth to the board and to the Commission d'administration publique and to the DPI, dirigeant principal de l'information. And that is very preoccupied me a lot, especially the fact that we are going to a transformation in Quebec with all the digital, yeah, thank you, digital element. So that is something that preoccupied me. Was there any element in your findings or any indicators that the government knew what was going on, or any chance that they had the opportunity to ask more questions, especially when there were delays and they were told certain things, or was the blanket really pulled over their heads? You know, when we do a report, what is important is in our report, and especially what we can prove is in our report. So if it's not in our report, it's either it's not important, or it's either we don't have the evidence that this thing happened. So we don't know. We just don't know. Franca Mignacca, Global Television. Good afternoon. When it comes to SACLIC itself,
would you call its launch a failure? It's for sure not success. IT development, I would say. Especially the fact that we launched it and all the tests were not done. As you know, there is an increase in the cost. The delay were not respected, but one element that is very important is the fact that we haven't informed properly the boards and some public organization, like the Commission d'administration publique and the dirigeant principal de l'information and the public. You mentioned yourself, Madame Leclerc, that more and more government services are going to be online, are moving online. What exactly are you hoping people learn from this report? What mistakes do you not want to see repeated? Well, first of all, we have to understand why it happened and where were the lack of control and how can we preserve in the future to have this type of issue. Having an increase in cost, that's possible. Having delay not respected, that's possible. But we have to be sure that the information, we have the accurate information at the proper time and mentioned to the proper person. Kathy Sene, CBC. How did you react, Mrs. Leclerc, when you saw all the flaws, all the problems with the SAAQ and SACLIC? How did you react as, you know, in your last report as Quebec's Auditor General? What preoccupied me the most is really the fact that we haven't said the truth situation to the governance organism. And when I say governance organism, I talk about the board. I talk about the Commission d'administration publique. They are the parliamentary people. They are the representative of the public. And not having tell them all the elements at the proper time, it's something that is it preoccupied me a lot. And how bad it is to not tell the truth? Well, you know, we have some structure, governance structure, and democratic institution that has to be preserved. And you have a board that is responsible to be sure that everything is correct, everything is controlled, every financial information are okay, and not letting them doing their job. It's something that is not acceptable, and it's not acceptable to not having the Commission d'administration publique having the proper information when they ask for. Should Quebecers trust the SAAQ? Well, of course, we have the answer from the management in our report. And they are very preoccupied with what happened. And what they hope is that by December 2025, the most important element will be corrected. So you can see in their answer, just to be sure that I report properly their word, but they expect that by December 2025, most of the things that went wrong should be resolved. Okay. Anything else? Well, you? Oh, hello to the Gazette. I forgot to ask.
Just to elaborate on that, Madame Leclerc, And you can look at me when you answer. Yeah, so it's because I happen to be here. Do you think, you mentioned that fewer people are using SAC-CLIC today than were using the old system. Will people ever have confidence in that system? Well, it goes with the answer of the management that provided, the management provided an answer to our report, as it's always the same thing. And they said that most of the problems should be resolved by December 2025. We had to change the system of the SIQ. It had to be changed. And the issue is that the cost, that it's more costly, the delay, we will not be able to achieve it as we have many years in delay. And the information hasn't been properly mentioned to the people who are in authority. And that is the main issue. But eventually, there will be an analysis, and they will see what went wrong, and we hope that it will be corrected. But the Auditor General do, after, I think, 18 months, they have, well, the SIQ will have to prepare a plan, a correction plan, and we will review this correction plan eventually. So we'll see. Ben, merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Madame Leclerc. Puis félicitations de 10 ans. Merci. Oui, merci beaucoup, Merci.